La garde a donné l'alerte pendant la nuit, quand le gardien a remarqué une faible lumière sous la porte des appartements royaux. L'officier de service a demandé de ne pas faire de bruit, s'est approché et a vu une ombre près du seuil. La porte s'est entr'ouverte et une silhouette vêtue d'un manteau de voyage, familière dans la cour des écuries, s'est glissée dans l'interstice. Le manteau était attaché par une ceinture, à laquelle était accrochée la poignée d'une épée sans fourreau. Le garde reconnut le jeune chevalier de la garde personnelle. Celui-ci se retourna et rabattit sa capuche. À ce moment-là, le prince apparut dans le couloir. Il revenait de la salle du conseil, tenant ses gants à la main, s'arrêta et regarda attentivement le visage de celui qui sortait. Le chevalier croisa son regard et se figea. L'officier savait qu'il devait appeler ses hommes, mais le prince leva la main et lui fit signe de se taire. Le chevalier passa sur le tapis sans faire de bruit avec ses talons et disparut au détour du couloir. Le prince entra dans les appartements sans demander la permission. La servante près de la fenêtre s'écarta. La reine se leva de son tabouret bas, couvrit ses épaules d'un châle et fixa son fils du regard. Il s'approcha de la table, trouva une cruche, se servit de l'eau, remit la coupe à sa place et regarda longuement sa mère. Il ne dit rien cette nuit-là, se contenta de fermer la porte derrière lui, et le lendemain matin, il envoya une lettre au chef de la chancellerie secrète avec une brève note et le sceau de l'héritier. À partir de ce moment, la vie à la cour prit un autre cours. Le chevalier s'appelait Mathieu, mais à la cour, on l'appelait plus souvent par le surnom qu'il avait reçu en raison de son allure et de son agilité. Il avait été nommé dans la garde 2 ans auparavant, après un tournoi dans la capitale. Il venait d'une région où les gens avaient l'habitude de travailler dans le froid et de ne pas contester les ordres. Il fut remarqué pour 3 raisons. Il tirait avec précision, restait calme en présence de personnes importantes et ne disait pas plus que nécessaire. La reine l'aperçut au printemps dans la cour intérieure, alors qu'il formait des pages. Elle s'arrêta sur le balcon, mais ne fit aucun signe. Plus tard, il fut affecté à la garde de la porte de ses appartements. Depuis lors, les servantes connaissaient ses pas, savaient comment il enlevait ses gants, comment il regardait le sol lorsqu'il s'adressait à la femme de chambre. Personne n'osait faire de suppositions, mais les rumeurs allaient bon train, comme toujours dans les pièces exiguës. La reine vécut longtemps sous le poids des décisions de son mari et de ses conseillers. Elle faisait semblant que rien n'affectait sa patience. Ses habitudes étaient simples et régulières. Prière le matin, puis papier sur les monastères et les hôpitaux, après-midi consacré aux leçons avec les jeunes filles, dîner avec ses proches le soir. Son mari était rarement présent. Il ne posait pas de questions sur ses activités, préférant la chasse et les réunions. Sa solitude était remplie de responsabilités, et ce n'était que tard dans la soirée qu'elle avait le temps de réfléchir à ses propres pensées. Un jour, elle appela Mathieu pour qu'il transporte un coffre. Il entra, souleva le coffre pour le mettre en place, resta debout et attendit un nouvel ordre. Elle voyait ses doigts tenir le couvercle. Il ne la regardait pas directement, il ne bougeait pas, sans raison. Elle lui demanda de venir la nuit pour lui lire à haute voix les chroniques, car elle avait mal à la tête et la voix des servantes l'irritait. Matvei lisait à voix basse et ne confondait pas les mots. Cela dura longtemps. Puis elle commença à lui demander de rester plus longtemps, de lui apporter de l'eau, de lui donner un plaid, de ranger les papiers. C'est ainsi que commença une relation qu'elle justifiait par le fait que sa vie était vide et monotone, et qu'elle se sentait plus calme auprès de cet homme.
Le prince grandissait dans un environnement de contrôle constant. Ses tuteurs étaient sévères, mais il cédait toujours lorsqu'il invoquait la nécessité d'assister aux réunions de son père. Il observait chaque geste de ses parents, leurs ordres, leurs lettres, les regards pleins de sous-entendus des courtisans. Il avait remarqué Matvei depuis longtemps, apprécié sa discipline et sa capacité à garder le silence. Il avait vu sa mère devenir plus calme, précisément au cours des mois où le chevalier avait été transféré plus près de ses appartements. Il n'avait tiré aucune conclusion avant cette nuit-là. Après ce qu'il avait vu, il prit une décision qui lui semblait être la seule valable pour son futur pouvoir. Il estimait que le royaume reposait sur l'ordre et la peur, et que la faiblesse au sommet conduisait au chaos. Il se rendit chez sa mère le lendemain matin et ne prononça pas un mot d'accusation. Il lui remit simplement un paquet contenant 2 lettres. La première était son serment de garder le secret. Dans la seconde, une liste de tâches qui, sous la forme de demandes de conseil, étaient en réalité des ordres. Le même jour, il écrivit au chancelier qu'il examinerait désormais les décrets royaux avant leur signature. Formellement, cela ressemblait à une préoccupation filiale. En réalité, il s'ouvrait la voie vers le pouvoir. La reine lut les lettres et resta longtemps assise sur le bord du lit. Elle savait que son fils avait tout compris. Elle comprenait qu'il n'irait pas voir son père, car le trône était plus important pour lui que les convenances. Elle accepta les conditions. Elle retourna à la table sur laquelle se trouvaient les rapports sur les réserves de céréales et fit les annotations attendues par son fils. Le soir, elle ordonna à sa femme de chambre de changer la garde. Matvei arriva, comme d'habitude, sans faire de mouvements superflus. Il remarqua dans son regard un calme glacial et un léger tremblement des mains. Il comprit que leur secret n'appartenait plus seulement à eux deux. Il ne dit rien, mais devint plus attentif aux détails. Désormais, il choisissait le moment où il entrait, surveillait l'escalier et disparaissait avant le changement de garde. Cela permettait de maintenir l'apparence de l'ordre. Les années s'écoulèrent de manière monotone, mais à l'intérieur du palais, tout avait changé. Le prince commença à faire passer ses décisions par sa mère. Il attribuait des postes, nommait et révoquait des personnes, disposait des terres en s'appuyant formellement sur la signature de la reine. Elle ne contestait pas, car elle se sentait constamment menacée. Elle continuait à voir Matvei, mais désormais, elle percevait chaque rencontre comme un risque pour lui et pour elle-même. Son monde intérieur s'était réduit à quelques pièces, quelques visages et quelques objets, la clé de la porte où se trouvaient les lettres de son fils, les rubans qui fermaient son journal intime, la bague qu'elle mettait et enlevait, et la croix en chêne dans la chapelle. Elle avait cessé de rire en compagnie des dames, cessé de s'attarder sur les fenêtres. Elle avait vieilli aux yeux des courtisans en l'espace d'une saison. Matvei continuait à servir, on l'envoyait en expédition à la frontière, on le plaçait à la tête de petits détachements, on vérifiait sa loyauté envers les ordres, il revenait sans récompense, mais avec des mentions dans les registres. On le promut patiemment au rang de porte-étendard, puis on lui donna les insignes d'officier. Le prince le gardait près de lui, comme s'il ne se souvenait pas des nuits passées. En réalité, le prince le considérait comme un instrument temporairement utile. Son objectif était de rassembler entre ses mains le trésor, les négociations avec les voisins et le commandement de la garde. Matvei n'était pas un ennemi pour lui tant qu'il accomplissait la tâche commune. Ne pas ébranler le trône. Dans ses notes personnelles, le prince avait écrit « J'ai besoin du chevalier tant que ma mère le soutient ». Lorsque la guerre avec le voisin du Sud éclata, Matvei fut envoyé en campagne.
Le roi, bien que vieillissant, aimait parler de lauriers et de drapeaux. Le conseil soutint sa décision. Le prince ne s'y opposa pas, car il comprenait que la guerre renforçait son rôle. La reine tenta de retarder le départ de la garde, mais sa signature n'avait déjà presque plus aucune valeur. Mathieu vint la voir le dernier soir avant son départ. Il se tenait près de l'armoire au fond de la pièce. Elle était assise à la table. Elle lui tendit un talisman en cuir que son père portait autrefois. Il le prit et le cacha sous son plastron. Elle regarda ses mains et les taches d'huile provenant de ses armes, imagina la poussière de la route et ressentit un vide que la prière habituelle ne pouvait plus combler. Elle l'accompagna jusqu'au seuil et s'arrêta. Il s'inclina et partit. La servante ferma la porte. La guerre était difficile. Les lettres arrivaient rarement et contenaient peu de détails. Une note parlait d'une victoire près du gué, une autre du retard des chariots, une troisième du temps et des chevaux malades. 6 mois plus tard, la nouvelle d'un affrontement dans la plaine où les deux armées s'étaient mélangées et où les commandants ne voyaient plus leurs hommes dans le broyeur, parvint à la capitale. Le nom de Matvei figurait sur la liste des morts. Le messager apporta une ceinture avec une boucle et un petit sac en cuir contenant un talisman, rendu sans un mot. La reine reçut le messager, prit le sac, ferma les yeux et ne put les rouvrir pendant longtemps. Elle ne pleurait pas en public. Elle posa le petit sac sur le coin du lit et le recouvrit d'un tissu blanc, comme elle le faisait avec les lettres qu'elle voulait oublier. Le soir, elle se rendit dans la chapelle et y resta assise jusqu'à l'aube. À partir de ce jour, elle cessa d'assister au bal, évita la musique et n'entra plus dans la salle où étaient accrochés les portraits. Elle essayait d'éviter le regard de son fils, mais celui-ci venait de plus en plus souvent lui apporter de nouveaux documents sur les litiges fonciers et les impôts. Le prince considéra la nouvelle de la mort du chevalier comme une issue favorable. Il estima que le risque de scandale était désormais moindre et qu'il pouvait exercer une pression plus forte. Il exigea de sa mère qu'elle soutienne publiquement ses réformes. Il lui ordonna de se présenter dans la salle et de s'asseoir sur le trône à côté de son père lorsque les ordres qui suscitaient le mécontentement de la noblesse étaient annoncés. Il voulait qu'une partie de la colère retombe sur elle afin de pouvoir ensuite accepter avec soulagement ses concessions comme une preuve de sagesse. Il voyait que sa mère tenait à peine le coup, mais il considérait cela comme temporaire. Il était habitué à ce que sa patience soit sans limite. Il ne remarqua pas que le fond était déjà proche. La reine essayait de vivre sans les rendez-vous nocturnes et sans le souffle secret derrière la porte. Elle parcourait les pièces machinalement. Elle ouvrait et fermait l'armoire, déplaçait les bougies, franchissait le seuil et revenait, comme pour vérifier si le sol tenait bon. Elle tenait dans ses mains le talisman rapporté du champ et sentait les minuscules éraflures qui rendaient le cordon irrégulier. Elle pensait à son âge, à son apparence dans le miroir, à ses mains qui étaient devenues plus sèches, à son dos qui était devenu plus droit, à force de se tenir droite. Elle comprenait que son fils avait profité de sa faiblesse pour rapidement accumuler du pouvoir. Elle ne blâmait pas son intelligence, elle se blâmait d'avoir donné une raison. Ses pensées étaient confuses et brèves. Elle évitait les souvenirs directs, car ils la déstabilisaient. Elle avait cessé d'ouvrir la fenêtre donnant sur la galerie, car le bruit de la cour l'irritait. Elle ne sortait pas dans le jardin, car elle y rencontrait souvent des jeunes filles de la suite, du même âge qu'elle à l'époque où tout semblait réversible. Un jour, elle demanda à sa femme de chambre d'aller chercher dans l'armurerie le poignard qui appartenait au prince. Officiellement,
C'était pour un rituel liturgique de don au monastère. Le poignard était fin, avec une lame étroite et un signe gravé sur le manche. Il avait été offert au prince lors de son adoubement. La reine le mit dans un coffret et le ferma. Elle garda ce coffret plusieurs jours sur la table, à côté de ses papiers. Son regard revenait sans cesse vers lui. Elle craignait que les servantes ne comprennent quelque chose, et s'en voulait. Le soir, elle ordonna de ne laisser entrer personne et se rendit à la chapelle. Les serviteurs remarquèrent que la reine tardait plus que d'habitude. La femme de chambre se tenait silencieusement près de la porte et écoutait. 1 heure passa, puis une deuxième. Personne ne sortait. Finalement, l'officier de service appela 2 gardes. Ils restèrent là, se regardèrent, frappèrent à la porte, mais personne ne répondit. L'officier envoya alors chercher le prince. Le prince arriva rapidement et ouvrit la porte avec sa clé. Dans la chapelle, des bougies brûlaient près de l'autel. La reine était pendue à un foulard accroché à un crochet pour lampe. À côté, sur le sol, se trouvait un coffret dont le couvercle était ouvert et dans lequel se trouvait le poignard du prince. Il s'approcha, s'arrêta, se tourna vers l'officier et ordonna de décrocher le corps. Les serviteurs se précipitèrent vers la corde, coupèrent l'écharpe et déposèrent la reine sur le sol. La femme de chambre se mit à pleurer, tomba à genoux et se couvrit le visage. Le prince resta immobile, se pencha, ferma le coffret, le souleva et le remit à l'officier, en lui ordonnant de le rapporter au trésor. Après cette nuit, les choses changèrent au palais. Les serviteurs chuchotaient à propos du foulard de soie, du coffret, du poignard, mais les rumeurs s'éteignaient à la porte du bureau secret. Le lendemain, le prince signa des ordonnances pour une messe, des funérailles somptueuses et 3 jours de deuil. Il ordonna au médecin de rédiger une note mentionnant une faiblesse cardiaque soudaine. Il interdit aux courtisans de prononcer des mots inutiles dans les salles et les couloirs. Il rencontra son père et lui annonça la mort de sa mère, sans donner de détails. Le roi lut la note du médecin et hocha la tête de manière indéterminée, sans entrer dans les détails. Il ne savait pas être proche, et cette fois-ci non plus, il n'apprit pas à l'être. Les funérailles se déroulèrent sans long discours. Les visages se succédaient en rangées. Les dames tenaient leurs mouchoirs. Les gardes se tenaient immobiles. Le prince menait la procession, la tête droite, déposant la couronne sur le cercueil, sans s'attarder. La femme de chambre ne quittait pas le sol des yeux. Quelques vieux courtisans regardèrent le prince sans savoir quoi ressentir. Chacun pensait à ses propres affaires. L'un se souvenait de l'alerte nocturne, l'autre d'une marque sur la main de Matvei, le troisième du bal d'automne où la reine avait ri différemment, comme si elle s'autorisait à être plus faible. Certains espéraient que tout se calmerait et que la vie reviendrait à son cours normal, fait d'échanges de notes et de révérences. Le prince occupa les appartements de la reine et ordonna de débarrasser le superflu. Il donna l'ordre de trier les papiers, de brûler les notes, de transférer les archives dans la salle du bas. Il ordonna au joaillier de recompter les pierres précieuses et au trésorier de mettre fin à toutes les dépenses privées de la cour. Il agissait rapidement, comme s'il voulait effacer les traces des années précédentes. Il se rendit plus souvent dans la salle du conseil, s'exprimant de manière plus posée et plus ferme. Il retira leurs privilèges à plusieurs comptes et transféra leurs terres à des personnes qui lui étaient redevables. Il renforça la sécurité du palais et remplaça l'officier de la garde qu'il avait vu cette nuit-là. Il envoya au monastère de nouveaux décrets, la ville vivait sa vie. Et au bout d'une semaine, le sujet était devenu un parmi tant d'autres. Mais au palais,
tout était différent. La chambre vide de la reine, dans laquelle on avait déplacé les meubles, n'avait pas cessé d'être sa chambre, et ceux qui y entraient, pour des raisons professionnelles, baissaient involontairement la voix. Sur le rebord de la fenêtre, il restait une petite trace de tasse qu'ils ne pouvaient effacer, malgré tous leurs efforts. Le prince travaillait tard. Il correspondait avec son voisin du Sud, qui acceptait la paix en échange d'une rançon et de concessions frontalières. Il avait renvoyé plusieurs trésoriers trop lents. Il avait vérifié les listes de la garde et rayé les noms des personnes qu'il soupçonnait d'être trop attachées à l'Ancien Régime. Il repensait souvent à cette nuit où il tenait dans ses mains le coffret contenant le poignard. Il comprenait qu'il s'était engagé dans une voie sans retour. Il se convainquit qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il appelait cela la froideur nécessaire. Parfois, tard dans la soirée, il s'arrêtait devant la porte de la chapelle, écoutait le silence derrière elle, se souvenait de la main de sa mère sur le bord de la table et du regard rapide qu'elle jetait à l'horloge. Il chassait ses souvenirs, les jugeant inutiles. Une année s'écoula. Un nouveau corps de garde fut construit dans la capitale et les parades devinrent plus fréquentes sur la place. Des réfugiés du Sud arrivèrent dans la ville et furent logés dans l'ancien arsenal. Le prince signa un décret pour la construction de nouveaux greniers. Son pouvoir semblait solide, car il agissait sans hésitation. À l'intérieur, comme il se le persuadait, tout était calme. Mais à l'heure où, auparavant, la reine montait dans ses appartements pour la prière du soir, il comptait involontairement ses pas dans la galerie, comme s'il s'attendait à ce que la porte s'entr'ouvre et qu'apparaisse la silhouette dans la robe familière. Il comprenait que le vide ne se comble pas avec des ordres. Le souvenir de Matvei restait dans les rangs comme un nom sur une liste qui ne faisait soupirer que 2 personnes. Le vieux porte-drapeau de sa compagnie et la femme de chambre qu'il avait vue entrer dans les appartements. Le porte-drapeau venait parfois à la porte du palais, demander l'aumône pour sa femme malade, et le garde lui donnait de la petite monnaie, car il reconnaissait ses épaules familières. La femme de chambre sortait parfois la boîte qui avait contenu le miroir et examinait le ruban et la plume. Elle pensait que les gens vivaient comme si rien ne changeait, alors qu'en réalité, tout se brisait silencieusement et imperceptiblement. Lorsque le roi mourut, le prince devint roi sans contestation. Il ordonna que la cérémonie se déroule rapidement et sans festivités bruyantes. Il voulait que le pays voie en lui non pas l'héritier des erreurs des autres, mais sa propre force. Il ordonna de réécrire les règles de la cour, réduisit le nombre d'audiences et ferma l'accès à certaines salles. Il continua à veiller à ce que la lumière soit toujours allumée dans la chapelle. Il ne portait plus le poignard de ce coffret, sans toutefois se l'avouer. Il le rangea au fond d'un coffre éloigné et ne l'ouvrait pas sans raison. Le temps avait adouci les angles vifs. Mais chaque année, la nuit où les gardes avaient retenu l'alerte en ces temps lointains, le roi se réveillait et regardait longuement le plafond. Il se souvenait des gants dans sa main, de la fente étroite de la porte, des pas sur le tapis et du visage vide de Mathieu. Il se souvenait de sa mère s'effondrant sur le sol de la chapelle et de lui fermant le coffret. Il ne savait pas ce qu'il aurait fait autrement, même s'il avait pu revenir dans ce couloir et revoir ce regard. Il avait choisi une voie sans justification. Il avait vécu avec cela comme avec un fait qui ne se discute pas. Ses conseillers y voyaient de la volonté, ses ennemis du calcul, ses sujets de l'ordre. Personne ne savait qu'il y avait toujours en lui un endroit où ni les conseillers, ni les gardes, ni les prières n'étaient admis. Ainsi
s'acheva l'histoire qui avait commencé par le silence devant la porte et le geste exigeant le silence. La reine, qui tentait de combler le vide par des rencontres nocturnes, ne résista pas à la pression qu'elle avait elle-même créée et que son fils avait renforcée pour le pouvoir. Le chevalier, qui n'avait promis à personne de paroles superflues, disparut dans une guerre qui ne l'intéressait pas personnellement. Le prince, devenu roi, obtint tout ce qu'il voulait, mais ne parvint pas à effacer de sa mémoire la boîte qui gisait sur le sol de la chapelle. Dans les couloirs du palais, les tapis furent y remplacés. De nouvelles cartes furent accrochées au mur, mais ceux qui avaient connu ces années-là continuèrent longtemps à examiner les traces sur la pierre et à secouer la tête. Ils comprenaient que la grandeur vit rarement, indépendamment, des petites décisions personnelles prises la nuit quand personne ne devait les voir. Et tout ce qui restait de cette histoire, c'était l'ordre payé par le silence et les pièces vides dans lesquelles personne n'osait plus entrer sans une certaine tension intérieure.